Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième volet de ma Fashion Week sur la mode, l'industrie de la mode telle qu'on la vit, nous, en tant que personnes normales, loin des podiums. Alors dans le précédent volet, on a vu comment l'industrie de la mode et les grandes marques essayent un petit peu de nous arnaquer, nous, en tant que consommateurs, pas parce qu'ils sont méchants ou quoi, mais juste parce qu'ils veulent faire du pognon. Et on a parlé du fait qu'on vivait aujourd'hui dans le monde de la fast fashion, qui implique de produire toujours plus, de vendre toujours plus et plus vite, des vêtements en pagaille jusqu'à plus savoir qu'en faire. Et ça, en fait, ça implique pas que de nous vendre plein de merde qui tiennent de moins en moins au lavage, ça implique aussi plein de conséquences sur le monde du travail, mais à l'échelle carrément globale. Parce que les vêtements qu'on porte et qui, il y a un demi-siècle, étaient encore fabriqués pour la plupart ici, maintenant sont fabriqués en Asie. Et alors ces 10 dernières années, avec l'évolution encore plus rapide, encore plus fast de la fast fashion, il y a énormément de vêtements qui étaient auparavant fabriqués en Chine parce que ça avait été en gros délocalisé de chez nous là-bas parce que ça coûtait moins cher à fabriquer là-bas, ils ont carrément été redélocalisés de la Chine dans des pays encore moins chers. Et oui, parce que même la Chine a été victime des délocalisations. On a souvent râlé ces 10 dernières années des boîtes qui délocalisaient en Chine parce que ça coûtait moins cher pour elles de produire là-bas et de les exporter de la Chine jusqu'à chez nous. Comme les salaires en Chine, ils ont un petit peu augmenté, les boîtes ont délocalisé à nouveau de la Chine jusque dans des pays moins chers, comme par exemple le Bangladesh. Au Bangladesh, il y a 4 millions de personnes qui travaillent dans les ateliers de confection, c'est énorme, c'est 3 à 4 fois le nombre d'habitants de la ville de Paris, intramuros, donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et vous imaginez bien que l'économie des pays comme le Bangladesh, elle dépend du coup énormément de l'industrie de la mode. Tout ça pour dire que on n'est pas les seuls en fait à se faire arnaquer par l'industrie du vêtement. On se fait juste pas tous arnaquer de la même façon. Alors la Chine n'a pas totalement abandonné le fait de fabriquer des biens bon marché, mais c'est vrai qu'au niveau des vêtements, la confection a été quand même vachement relocalisée dans des pays comme le Bangladesh ou comme Haïti, même, enfin des pays d'Amérique centrale qui sont connus pour avoir des salaires pas très très élevés. Bah oui, parce que t'imagines bien que réduire les coûts de production, en fait, c'est juste un mot neutre et chirurgical pour dire on paye moins les gens, on leur paye pas d'assurance chômage ou de congé maladie, ils ont pas de retraite, etc., etc. Enfin, c'est pas un truc qui est sans conséquence sur les personnes qui travaillent dans les ateliers de confection, parce que si tu décides de réduire ce que tu dépenses, il faut bien rogner sur quelque chose. Et de fait, ils rognent essentiellement sur les salaires des gens. Au Bangladesh, par exemple, le salaire moyen d'une personne qui travaille dans un atelier de confection, c'est à peu près 68 dollars par mois, donc environ 55 euros. Ça fait pas lourd, et même pour le Bangladesh, où le coût de la vie est quand même moins élevé qu'ici, ça suffit pas pour bouffer. Et ce qui est dégueulasse en fait dans la manière de traiter les employés là-bas, c'est que t'as les grosses boîtes de confection, donc Topshop, Zara, H&M, Mango, Azos, Forever 21, je vais pas te faire toute la liste, mais tu la connais aussi bien que moi, ils sont tous dans ton centre commercial local. Ces grandes marques-là, elles arrivent dans ces pays-là, elles font installer un atelier de confection, et en gros, ils font miroiter aux gens, et notamment aux femmes qui jusque-là travaillaient pas, que elles vont avoir un super salaire, qu'elles vont pouvoir être indépendantes, etc. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Elles bossent les meufs 20 heures par jour pour que dalle, qui permet même pas de faire vivre. Donc en fait, ça suffit juste à maintenir les gens qui bossent là-dedans. Hommes et femmes, les deux, enfin, il n'y a pas de différence quand c'est du business. On utilise juste des arguments différents pour s'adresser à des populations particulières. Mais bref, c'est juste assez pour qu'ils gardent la tête hors de l'eau, que ça leur permette de survivre, mais en fait pas de vivre, quoi. Et voilà, en fait, c'est juste tout un ensemble de techniques de business pour aller profiter de tout et n'importe quoi et de toutes les circonstances possibles pour juste réduire les coûts de production et venir nous vendre à nous les t-shirts finalement au même prix. Mais ça conduit à des situations absurdes parce qu'au final, t'as l'économie quasi entière de certains pays qui maintenant dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'industrie du textile. Par exemple, le Bangladesh, c'est 80% des exportations du Bangladesh, c'est des trucs qui proviennent de ces ateliers qui fabriquent des vêtements. Donc c'est juste énorme. Si les mecs s'en vont, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune économie, les gens travaillent plus, c'est la crise, quoi. Comme ces pays-là et les gens qui bossent là dépendent à mort de ces grosses boîtes, et ben ils peuvent continuer à les presser comme des citrons et faire jouer la concurrence entre les différents ateliers. T'as monsieur H&M qui vient et qui dit ouais, chez Primark, ce t-shirt-là, que vous fabriquez aussi dans votre même usine, ça tombe bien, on est fournis au même endroit. Chez Primark, ils vendent ça pour 5 euros, moi j'ai besoin de le vendre pour 4 euros, donc vous allez réduire les coûts de production
Et évidemment, réduire les coûts de production, ça veut juste dire payer moins les gens. Et si le manager qui est en charge de négocier avec Monsieur H&M, il dit bah non, nous on peut pas produire pour encore moins cher, enfin là c'est juste pas possible. Le gars il va dire ok, il y a l'atelier en face, de toute façon il va faire la même chose, donc c'est comme vous voulez quoi. Je fais jouer la concurrence libre et non faussée. T'sais. Ça enclenche un cercle vicieux de la compétition à qui va produire le moins cher, le plus, à faire travailler ses employés le plus d'heures possible. Tu sais pas où ça s'arrête en fait, parce qu'il y arrive un moment où c'est juste plus possible de baisser les coûts quoi. Alors si, tu peux aussi rogner sur toutes les conditions de sécurité et d'hygiène et voilà, enfin dans les ateliers textiles, genre au Bangladesh, les normes de sécurité, les normes anti-feu et tout, il y en a aucune qui est respectée, évidemment. Hein. C'est pour ça que ces dernières années, il y a eu un certain nombre de catastrophes qui ont été terribles et qui ont tué plein de gens, parce qu'il y a un atelier qui a pris feu, parce que c'était pas aux normes, parce que c'est des trucs surchauffés, parce qu'il n'y a pas de sortie de secours où il devrait y en avoir, et que du coup, les gens, ils se retrouvent emprisonnés dans les lieux qui prennent feu, ou dans les lieux qui s'effondrent, et ils ont aucun moyen de s'en sortir, quoi. L'exemple le plus frappant de ça, c'était l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a tué quand même 1000 personnes. Il y avait 1000 personnes là-dedans qui sont mortes parce que les conditions de sécurité étaient merdiques. Et en plus, ils étaient payés une pauvre misère derrière, quoi. Il arrive un moment, ça devient juste absurde de continuer à dire ouais, il faut toujours produire moins cher, parce que les Européens et les Américains, ils veulent acheter moins cher. Enfin, c'est bon, des t-shirts à 5€, on en a déjà, quoi. Arrêtez d'essayer de baisser les coûts, les mecs, c'est bon, on veut plus. De toute façon, on n'a pas de thunes. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Enfin bon, je dis Zara, Mango et tout, mais en vrai, il y a même des marques de luxe qui vont aller fabriquer leurs produits là-bas. Alors pas la pièce de designer que tu vas retrouver sur le dos de ta célébrité préférée, mais ce qu'ils vendent dans leur boutique, par exemple, des marques comme Louis Vuitton, ça a été prouvé à plusieurs reprises qu'ils faisaient fabriquer une énorme partie de leur production, de ce qu'ils vendent dans leur boutique. Alors ça reste des trucs super chers, quoi. Tout le monde peut pas s'acheter un sac Vuitton non plus. Et même ça, en fait, ils les font délocaliser dans des pays genre en Asie où ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer. Et juste, ils cousent l'étiquette Made in France en France, et ça suffit à pouvoir dire non mais c'est bon, c'est légal, c'est fabriqué en France. Sauf qu'en fait, il y a 3 pauvres coutures qui ont été cousues ici, quoi. Et c'est ça qui est abusé, parce que bon, t'as pas de thunes, tu vas chez H&M, tu sais plus ou moins, même si t'évites de trop y penser, parce que ça te fait du mal quand même, ils font fabriquer ça dans des conditions dégueulasses par des gens qui sont complètement exploités, mais au moins tu le payes pas cher, quoi. Alors que le gars qui a économisé pendant je sais pas combien de temps pour s'acheter une chemise Vuitton, au final elle est fabriquée dans des conditions de merde par des gens qui sont payés que dalle, et donc du coup le coût de ta chemise en fait il coûte la même chose à fabriquer, elle coûte la même chose à fabriquer qu'un t-shirt de chez Primark. Il y a moyen d'avoir un petit peu le seum quand même. Et c'est ça le truc, c'est que t'as même des marques de luxe qui pratiquent ces politiques-là, mais par contre les prix ici, ils restent très très élevés, quoi. Et du coup c'est rigolo parce que les touristes chinois, ils viennent acheter des trucs Louis Vuitton à Paris super cher, alors qu'ils pourraient les acheter en Chine pour rien. Voilà. Ah oui, puis bon, en France... Genre t'es pas content, tu peux quand même aller manifester et un peu gueuler dehors, quoi, et tu vas peut-être te prendre des grenades lacrymogènes, mais tu vas probablement pas te faire tuer, en tout cas pas comme c'est le cas au Cambodge ou au Bangladesh. Parce que, pareil, il y a quelques années, il y a eu des espèces de manifs, en fait, de gens qui demandaient une augmentation de salaire. Alors je crois que c'était, de mémoire, c'était 60 centimes de dollars, quoi, d'augmentation, donc c'est pas grand chose, et ils demandaient juste une augmentation qui leur permettrait de vivre. Et en fait il y a eu une grosse répression des employés qui manifestaient, quoi, parce qu'ils avaient pas le droit, c'était illégal, et ils se sont fait taper dessus, et il y a eu des morts. Puis les multinationales qui sont derrière ça, bien sûr, elles ont rien à voir là-dedans, puisque c'est les gouvernements là qui prennent le relais pour défendre les intérêts des H&M et des Mango et des Zara, hein. Et quand il y a des mecs qui vont gueuler dans la rue pour dire on veut 50 centimes d'augmentation de salaire s'il vous plaît, c'est le gouvernement qui va envoyer la police anti-émeute, l'armée,
et qui va buter des gens. Donc Zara, H&M, ah bah non, on n'est pas du tout responsable de cette situation, c'est pas nous, c'est les méchantes dictatures qu'on condamne. En attendant, les méchants régimes autoritaires leur sont très utiles quand il s'agit de faire fermer leur gueule à des gens qui réclament 50 centimes d'augmentation de salaire. Et j'avais vu une émission de télé-réalité slash documentaire qui s'appelle Sweatshop. C'est un truc norvégien réalisé il y a 2-3 ans maintenant, et où t'as des blogueurs mode, ou des vlogueurs mode, qui vont au Cambodge, il me semble, pour voir en fait les conditions dans lesquelles sont fabriqués les vêtements que eux, à l'autre bout de la chaîne, ils critiquent, ils chroniquent sur leur blog. Les trucs H&M, Mango, Zara, Forever 21, etc. Et en fait, ils se retrouvent à travailler dans les ateliers, dans les usines, avec les employés, et les mecs, mais ils sont complètement sur les genoux, ils se disent, mais tu les vois, ils en chialent, quoi. Ils en chialent parce qu'ils disent c'est pas possible de vivre comme ça, c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça. Et je vous conseille le truc, hein, il y a 4 épisodes, je crois qu'il y a même eu une saison 2, et c'est vraiment super intéressant parce que tu le vois du point de vue en fait de gens qui sont accros au shopping, enfin qui ont absolument aucune idée en fait de ce qui se passe là-bas et qui y vont en se disant ouais tranquille. Il y en a un des 3 qui se retrouve dans les manifs pour l'augmentation des salaires là dont j'ai parlé juste avant, et le mec il en revient pas en fait qu'on traite des gens comme ça, et ce docu il est super intéressant parce que ça permet en fait de montrer il y a un côté concret en fait dans ce truc là, parce que souvent quand tu parles oui c'est fabriqué dans des pays où des conditions elles sont merdiques et tout, et toi souvent t'es juste tellement dans ta propre réalité que tu te dis oui bon ouais je sais mais en même temps je peux rien faire d'autre, et j'ai trouvé que c'était bien fait, en fait, comme émission. Voilà. À ce sujet-là, si jamais vous avez quelques heures à tuer, vous pouvez regarder Sweatshop. Mais bref, il y a eu régulièrement des annonces ces dernières années qui disaient que les marques avaient fait un méga effort, surtout depuis l'effondrement du Rana Plaza. Les conditions sont censées avoir vachement évolué. Il y a H&M qui a signé une charte, machin, et en fait, pas vraiment, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup du marketing, hein. Alors les boîtes, elles se disent oh là là, putain, il y a plein de gens qui ont pris conscience qu'on traitait mal les gens. Il y a plein de gens qui veulent plus qu'on traite les gens comme ça, qu'on les fasse bosser dans des conditions de merde, à trimer comme des esclaves, à peine payés et tout, que ça leur permet pas de vivre. Et en plus, il y a les usines qui s'effondrent sur leur gueule. Donc du coup on va faire genre, on va dire c'est bon, on a trop réglé le problème, maintenant comme on a signé un papier ou on a signé un appel sur internet, bah du coup tout va mieux, tout est réglé, et en fait mais pas du tout quoi, c'est juste les marques qui disent il y a un marché en fait pour les gens qui veulent acheter des vêtements éthiques, on va leur donner ces vêtements éthiques quoi. Donc il y a H&M effectivement qui a une petite portion de sa production, je sais pas si c'est 5 ou 10%, qui est effectivement dans des conditions bien meilleures que celles d'avant, mais tout le reste, ça reste de la fast fashion à la con, et bien sûr, leur ligne éthique, toi t'y vas et tu vois la ligne fair trade, commerce équitable, dans le respect des gens qui travaillent, etc. Bah du coup, bien sûr, ils en profitent pour te le faire payer plus cher. Ils se disent, bah les gens qui veulent de la mode éthique, eh ben, on va pouvoir les faire raquer, parce que ça veut dire qu'ils ont le pognon à mettre pour acheter plus cher. Et du coup, moi, je vois ça, donc j'arrive et je me dis, bon bah ok, je suis prête à payer 10% plus cher, ou 20%, ou même 50% plus cher, si je sais que ça a été fait dans des conditions acceptables pour un être humain, parce que je suis pas une connasse, et que dans l'absolu, j'aimerais bien que les gens aient des bonnes conditions pour travailler. Donc du coup, je vais payer plus cher, et au final, je vais donner de l'argent à la même firme qui fait tout le reste de sa production dans les mêmes conditions merdiques qu'avant. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que même tout ce qui est éthique, au final, ça revient à donner des sous aux mêmes qui produisent la majorité de leurs trucs dans des conditions pas éthiques du tout. Et c'est ça le problème, c'est que dans le business de la fast fashion tel que c'est foutu aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de place pour l'éthique, à part l'éthique comme un marché à conquérir, tu vois, parce que y a de plus en plus de gens qui effectivement se rendent compte que c'est pas normal qu'on porte des fringues qui sont faites littéralement avec le sang des gens, et qui vont utiliser en fait notre bonne volonté
contre nous et contre les gens. Et c'est ça qui est grave, hein. Bon, après, t'as différentes approches, hein. T'as les boîtes comme H&M qui disent oui, on signe les chartes pour dire que on est éthique. Ça permet de pas perdre trop de thunes quand même, parce qu'au final, c'est une fraction de leur production. Et que ça reste des améliorations qui sont marginales. Et en même temps, ils peuvent marketer H&M comme étant une marque trop à la pointe, trop éthique, trop gentille avec ses employés et tout, alors que c'est pas vrai du tout. Et puis bon, de l'autre côté, t'as les marques comme Gap qui disent carrément non mais allez tous vous faire niquer, nous on signe même pas, on fait même pas semblant de vouloir autre chose que du pognon. Dans les deux cas, hein, c'est toujours la même motivation, c'est juste plus de pognon, mais il arrive un moment où plus de pognon, enfin t'en fais quoi quand t'es Monsieur Zara et que tu es la 5e plus grosse fortune mondiale ou la 3e, tu en fais quoi en fait de tes milliards de dollars? Parce que je pense que il y aurait d'autres gens en fait, ils sauraient quoi en faire au bout d'un moment, et c'est pas en payant tes employés $50 de plus, ce qui leur permet eux de vivre, parce que c'est pas des gros psychopathes comme toi, Monsieur Zara, là, que ça soit les employés au Bangladesh ou les gens qui achètent tes t-shirts. En fait, nous on veut pas des milliards de dollars, on veut pas être la 5e plus grosse fortune mondiale, on veut juste bouffer et vivre correctement et pas travailler dans des conditions merdiques comme ça, ni que nos t-shirts ils soient fabriqués dans des conditions merdiques comme celles que tu imposes aux gens. Tout ça, pourquoi? Pour satisfaire ton petit besoin égoïste d'être la 3e plus grosse fortune mondiale, et peut-être l'année prochaine tu seras la 2e. Tout ça pour dire que je me méfie des marques qui font de la pub en disant on est super éthique alors qu'ils font juste de l'éthique à la marge, en plus de, on va dire, du conventionnel. Tout ça pour choper le marché des gens sympas et bienveillants qui veulent juste consommer de manière un peu plus responsable en fait. Toujours le même problème en fait, hein, des patrons de multinationales qui en ont rien à foutre des gens, qui ont aucun respect ni pour les gens qui bossent pour eux, ni pour les gens qui achètent leurs trucs. Ouais, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, moi, ça fait plusieurs années que je m'astreins à acheter le plus possible des vêtements de seconde main sur des brocantes ou dans des magasins de seconde main. Attention, je parle de vrais magasins de seconde main, pas des magasins vintage qui te vendent des machins usés pour 2 fois plus cher que le prix normal, tout ça parce que ça a 10 ans. Hein. Je parle de vrais trucs qui sont vraiment moins chers. Déjà, le fait que moi je le fasse, visiblement, ça change que dalle. Et ensuite, même si tout le monde le faisait, enfin, déjà, les fringues, elles tiendraient pas longtemps, hein, parce que la plupart des fringues, comme on l'a vu dans le précédent épisode, sont quand même fabriquées pour se défaire et pour se péter au bout de 2, 3, 10 lavages. Donc globalement, c'est bien de changer ses habitudes, hein. Il faut le faire, mais je pense que l'impact reste quand même très très limité. Donc la récup, faire soi-même, tout ça, c'est vraiment génial, hein. Je suis vraiment pas du tout en train de dire qu'il faut pas le faire. Simplement, tu peux pas tout acheter usé. Je veux dire, moi aussi je vais chez Decathlon et quand je rentre chez moi et que je suis toute contente parce que je me suis acheté un nouveau pantalon pour aller faire du sport et que je regarde l'étiquette et que je vois Made in Bangladesh, enfin j'ai toujours les boules parce que forcément je suis comme vous, je suis humaine, des fois ça me fait plaisir de me faire plaisir, et quand je me rends compte voilà, que quelque part j'ai contribué à ce système là, je suis pas très fière de moi, mais en même temps tu peux pas vivre en dehors du système en fait. La question c'est juste de toujours aussi rester conscient de ce truc-là et de l'alimenter le moins possible. Mais en vrai, des gens qui disent qu'ils vivent totalement en dehors du système, soit c'est des fous, soit c'est des imposteurs. C'est pas possible. À l'échelle individuelle, oui, je fais super attention à ce que j'achète. Peut-être aussi parce que la nécessité fait que je peux pas dépenser comme je dépensais avant la crise, entre guillemets, où je dépensais le reste de mon salaire en fringues et je me posais même pas la question. Il y a un truc de conscientisation qui a joué, évidemment, hein. C'est pas juste une histoire de j'ai plus trop de pognon donc je dépense moins. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui venait du fait que j'avais pas envie de contribuer à ce système-là, mais en vrai, j'y contribue quand même d'une manière ou d'une autre. Ça m'arrive quand même de temps en temps d'aller acheter des merdes sur le marché parce que ça me fait plaisir, et voilà. Et j'essaye juste, quand je rentre à la maison, de pas en plus me culpabiliser et me dire que c'est de ma faute. Enfin non, tout est fait pour que tu puisses pas y échapper à ça. Donc individuellement, c'est bien de tendre vers, mais il faut garder à l'esprit que c'est aussi la démarche qui compte, et que de toute façon, tu peux pas être pur et parfait, et que à partir du moment où il y a aucune loi, où
collectivement, et j'entends collectivement, pas un groupe de personnes qui se rassemblent dans la rue pour gueuler, hein, mais collectivement au sens les pouvoirs publics, il y a un moment où il faudrait qu'ils mettent des limites à ça en fait, et qu'ils disent si les fringues respectent pas un certain nombre de critères de production, de fabrication qui font que les gens sont payés correctement, qu'il y a personne qui est mort sur la chaîne de production qui fabrique les t-shirts qu'on importe. Donc si c'est pas fabriqué comme ça, on n'en veut pas, on ferme les frontières à ces produits-là, parce qu'on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à laisser tout et n'importe quoi fabriqué dans les conditions les plus dégueulasses rentrer sur le territoire français. Que tu te balades dans n'importe quelle rue commerçante, il y a que des trucs fabriqués dans des pays où tu sais que c'est de la merde la façon dont c'est produit pour les gens qui y bossent. Voilà, il arrive un moment, il faut qu'il y ait la loi qui rentre en application. Tu peux pas dire on va laisser ça à la seule responsabilité des grosses entreprises multinationales. Visiblement, les grosses entreprises multinationales, plus tu les laisses décider des conditions de travail et des coûts et des machins, et plus elles vont chercher à réduire les coûts, et plus ils vont chercher justement à arnaquer tout le monde pour se faire 1 ou 2 milliards de plus par an et être la quatrième fortune mondiale au lieu d'être la 5e. Je suis pas en train de dire il faut démanteler H&M, tu vois, mais il arrive un moment, gars, faut mettre une limite, quoi. L'individu, en tant qu'individu, on pèse, mais voilà, t'auras jamais tout le monde qui va éviter... regarde, moi, je fais vraiment énormément d'efforts, et je sais que je ne peux pas éviter totalement d'alimenter ce système au moins un petit peu. Et je veux dire, des efforts, j'en fais, et ça fait 10 ans que je me pose ces questions-là, tu vois, c'est pas le truc, tiens, j'ai découvert hier que mes fringues sont fabriquées en Chine ou dans des pays où c'est la merde. J'ai compris ça il y a un moment, c'est le résultat d'une évolution, d'un processus, c'est pas des habitudes que j'ai réussi à changer du jour au lendemain non plus, ça m'a pris des années. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais éventuellement faire des vidéos sur ces trucs-là. Après, Internet en est plein, donc c'est peut-être pas très utile. Mais c'est le système qui est merdique, en fait. C'est pas toi qui en fais pas assez en tant que personne. C'est que le système, il est foutu de telle manière que tu ne puisses pas y échapper et que tu sois obligé d'alimenter d'une manière ou d'une autre ce système qui fait du mal à tout le monde à part 2-3 personnes. Individuellement, c'est super bien de faire des trucs, mais tu peux pas être dans l'absolu et tu peux pas à 100% toi tout seul changer le monde comme ça en changeant tes manières de consommer. Tu vas toujours te retrouver d'une manière ou d'une autre pris dans la boucle du système et voilà, c'est pas grave, faut juste en être conscient pour pouvoir justement voir ce qui cloche avec ce système pour pouvoir éventuellement le changer. Et c'est là que je pense qu'on fait erreur quand on cherche à être parfait individuellement. Et aussi quand on s'imagine que la loi à elle toute seule, elle va tout régler. Hein. Enfin, c'est pas le collectif contre l'individu que je dis. C'est juste qu'il y a un moment, il va falloir peut-être penser les choses autrement, quoi. Moi, toute seule, dans mon coin, je fais plein d'efforts et pourtant, le monde, il change pas ou il change en pire. Donc, ouais, voilà, peut-être se poser ces questions-là. J'ai pas de réponse, tu vois, à apporter comme ça, direct, en mode ouais, si tu fais ci, si tu fais ça, tout va aller mieux et le monde sera un vrai paradis des bisounours. S'il y a des gens qui viennent te dire ça, c'est ou des imposteurs ou des illuminés. Moi, j'ai pas de solution. La seule solution que je vois, c'est plutôt la méthode pour arriver à la solution, à savoir, il faut qu'on échange, il faut qu'on partage sur des informations pour qu'on voit les failles, les problèmes dans le système et voir comment on peut faire pression sur ce système-là pour le changer, en fait. C'était une longue phrase. J'espère que ça a fait sens. Je suis encore un peu malade, je crois que j'ai encore un peu de la fièvre et du coup, j'espère que ça fait sens. Voilà, en tout cas, arrêtez de culpabiliser, quoi, les gars. C'est pas juste de notre faute. Ça peut pas être juste de notre faute à nous individuellement. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera sur la mode et la planète. D'ici là, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, en fait, sur ces questions de comment on peut résoudre ce problème-là, parce que je suis convaincue que c'est en échangeant qu'on va réussir à en trouver des solutions, alors que rester tout seul dans son coin en se disant moi tout seul j'ai trouvé la solution, ça marche pas. C'est ce que le monde fait depuis des décennies et ça a pas l'air de très bien marcher.
Donc voilà, donnez votre avis, échangez, discutez dans les commentaires, engueulez-vous s'il vous plaît, ou engueulez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Donc la mode et la planète, ça sera le dernier volet de la trilogie de ma Fashion Week. D'ici là, ben ouais, n'hésitez pas à donner votre avis, à partager cette vidéo autour de vous si vous trouvez que c'est bien et que c'est intéressant et qu'il y a des gens qui méritent de réfléchir à tout ça aussi. Vous pouvez aussi soutenir mon travail via ma page Tipeee, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en dessous dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vais aller boire du bouillon de poule maison et me mettre au lit avec un thé au gingembre parce que je crois que la fièvre remonte vraiment là. Du coup, d'ici la prochaine, je vous dis restez conscients et bien sûr, prenez soin de vous.